Ce projet a été conduit enfin, il a été clos très récemment, mais il fait suite à un travail qui avait été réalisé il y a 4 ans, justement de collaboration INRAE Agence Bio, et qui était en fait à l'initiative de l'ITAB. Voilà, donc ce projet initial étant très prometteur, on a eu les moyens par Métabio de le reconduire d'une façon beaucoup plus poussée pour pérenniser une collaboration avec l'Agence Bio. Donc Thomas n'a pas pu se joindre à nous, donc je vais lui laisser la parole pour le début de la présentation et je prendrai le relais pour développer un exemple à la fin. Voilà, donc Thomas, si tu veux prendre la parole, je pense que tout fonctionne Oui, bien, a priori. c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Eh ben, bonjour à tous. Je suis très déçu de ne pas être avec vous. En plus, on m'avait promis que Stéphane Le Foll ferait ma première partie et finalement, le programme a été inversé. Donc, je me retrouve à vous réveiller à 8 heures du matin avec 5 minutes pour dire plein de choses très rapidement et j'en ai déjà grillé 30 secondes pour cette petit préambule. Du coup, bah, voilà, c'est un travail qui a été réalisé avec une équipe cœur, Marc Benoît, Dorian Fléché, Laurent Piette, moi-même et Lucille. Donc une équipe agence Bio Inrae, puis il y a aussi avec le soutien de d'autres personnes du métaprogramme, de l'agence bio, de l'ODR, etc. Et aussi sur le partenariat, puisque ça s'est fait en fait dans le cadre d'une convention depuis 2022 entre l'agence bio et Inrae, convention qui a permis donc de développer ce travail de valorisation des données et de mettre en place un système pérenne pour faciliter l'accès et la diffusion des données sur la bio à INRAE. Donc, l'idée justement de cette diffusion de données, bah, c'est que voilà, on connaît comment se passent les choses. Donc, on a des données au départ, on a des choses qui se passent et qui se transforment en données. Et puis, la question, c'est comment on fait un système d'information à partir de ces données. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici ce beau schéma du système d'information de l'agence bio. Ce qui intéresse, c'est surtout la partie opérateur et SI bio, c'est-à-dire on ne regarde pas la question du parcellaire. Donc nous, ce qu'on récupère comme information, c'est ce que l'agence bio récupère à partir des certifications et des notifications des agriculteurs. Tout ça, c'est après mouliné par l'agence bio pour consolider les données, les historiciser et les organiser. Et puis, on a opéré un travail de sélection dans le cadre de ce projet avec le groupe que je vous ai présenté pour savoir bah, finalement les données principales d'intérêt euh, pour l'INRAE et de placer du coup mon unité, l'ODR, l'Observatoire du développement rural, qui est une unité de services d'éco-sociaux spécialisée dans la constitution et la diffusion de systèmes d'information, de la placer à l'interface pour faciliter justement à la fois le travail de l'agence bio qui ne peut pas répondre à toutes les demandes et faire le suivi de toutes les demandes, et à la fois côté INRAE, ben, avoir un point central pour la diffusion, mais aussi l'expertise, la mise en qualité et la réunion des infos sur les données. Donc en bref, ce qu'on a fait en un an, on a été très efficace, je trouve. Parce qu'on a fait une convention cadre, on a sélectionné des données qu'on a aussi analysées et documentées. On a mis en place un dispositif de diffusion opérationnelle, fait des travaux d'analyse et de valorisation. Il y a l'étude que vous présentera rapidement quelques extraits, Marc, à continuation. Et puis, ce que je vous présente là, c'est-à-dire la constitution d'une base de données bio-INRAE, on va dire, et d'une procédure de diffusion basée sur des données brutes et calculées sur une longue période, donc de 2008 à maintenant. Tu peux me préciser, excuse-moi, sur quel diapo tu es, parce qu'en fait, c'est moi qui suis avancé de notre côté, Ah oui, mince. Oui, oui, parce que moi sur je suis l'organisation avant, de la base. je suis avant encore. Voilà, c'est ça. Donc des données fiables, détaillées et complètes, c'est-à-dire avec des métadonnées, ce qui est important. Centré du coup sur la production agricole et l'aval et des données qui garantissent aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire c'est un gros mot pour dire qu'on puisse la connecter avec d'autres bases de données, donc pour faire plus d'analyse. Voilà, diapo suivante. Donc ça, voilà, donc ça, vous comprenez rien, c'est normal. Donc en résumé, reclique, voilà, une petite animation, ça fait toujours plaisir. Du coup, en gros, ben, on a organisé cette base de données à partir de grands ensembles sur la caractéristique des opérateurs agricoles et aval, les données qui caractérisent leur production ou leur activité,
des données identifiantes qui sont séparées et qui sont utilisées en cas d'urgence, on va dire, et puis tout un tas de référentiels, de nomenclature et de dictionnaires. Diapo suivante. Voilà, bon, ça c'est quelques statistiques, vous pourrez les voir sur la composition des données. Donc, diapo suivante rapidement. La procédure, ben, on a du coup une plateforme Internet ODR, donc vous pourrez, si vous ne connaissez pas déjà, trouver les informations dans le PowerPoint ou sur le site du métaprogramme. Donc, où on donne toutes les informations nécessaires sur comment et pourquoi utiliser cette base de données. On se connecte en créant un compte ou en utilisant son LDAP tout simplement pour avoir accès à la page avec tout le descriptif complet des données, donc un fichier de métadonnées et un formulaire de données. Diapo suivante. Via Lime Survey, puis voilà, on remplit ce formulaire, on l'imprime, on le fait signer par son directeur d'unité parce qu'il y a une dimension quand même d'engagement et de respect aussi des règlements liés aux données personnelles. Et puis on patiente le temps qu'on puisse traiter la demande. On essaye de faire au plus vite, mais voilà. Diapo suivante. Et puis après, bah voilà, vous récupérez les données, vous bossez, et puis il y a quand même l'idée d'avoir un retour vers l'agence bio qui puisse bénéficier aussi de savoir ce qui se fait à partir de ces données-là, aussi pour le métaprogramme, et de créer ainsi un peu une communauté de savoir autour de ces données-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, donc en parallèle de la structuration de cette base, on a commencé un premier traitement sur le secteur de l'élevage, c'est-à-dire sur les 8 principales filières d'élevage françaises, ovins, bovins, lait, viande, caprins, volailles de chair, poules pondeuses et porcs. Et là, je vous présente juste un petit extrait de l'analyse que l'on peut faire. C'est juste pour vous mettre un appétit sur des projets ultérieurs. Voilà, donc cette base permet de traiter de la distribution spatiale des fermes, de leur taille, des combinaisons de production et de l'évolution, puisqu'on a une certaine profondeur historique. Donc, par exemple, pour les caprins, on a ici l'image de la distribution des fermes en 2010. Donc, ce n'est pas trop lisible, mais les camemberts, les différentes couleurs représentent les combinaisons de production. Donc, en orange saumon, c'est les fermes spécialisées, la part des fermes spécialisées. Donc, on voit que sur le secteur caprin en France, finalement, on a une grosse diversification des fermes, où que ce soit en France, hein, historiquement dans le sud-est, mais également en Bretagne, on a des combinaisons. Et on peut faire une photo en 2021, donc on voit qu'il y a une forte évolution. Donc, vous voyez en bas à gauche de chaque carte, il y a la dimension. Donc, les gros cercles, en 2010, c'est 16 fermes et on est à 58. Donc, globalement, dans toutes les régions, la production a pris de l'ampleur. Et on voit surtout qu'il y a des régions qui finalement, enfin, dans certaines régions, on voit l'implantation de systèmes caprins alors qu'il n'y en avait pas, en particulier dans le Grand Sud-Ouest, par exemple. Une autre façon d'analyser, si on regarde 2021, la distribution selon la taille des élevages, donc les moins de 50 chèvres finalement couvrent l'intégralité du territoire quasiment. La tranche 51 à 100 chèvres, on est un petit peu sur la répartition initiale de 2010 avec une densité importante dans le sud-est. Et plus on augmente en taille, plus en fait les systèmes de l'ouest sont représentés. Jusqu'au troupeau de 200 chèvres, en fait, c'est une exclusivité des systèmes de l'ouest. Et on retombe sur des systèmes classiques en conventionnel. Et vous verrez, je reprendrai l'hypothèse derrière de la présence de certains types de filières qui peuvent expliquer les dimensionnements des ateliers, puisque historiquement, Poitou-Charentes est une zone à forte densité de gros élevages. Autre deuxième diapo pour finir. On peut aussi traiter de l'évolution des structures, donc en termes de combinaison de production. Donc la profondeur historique, on a 12 ans, donc 2010-2021. Le bas de l'histogramme, ce sont les systèmes spécialisés. Donc là, on est en nombre de fermes et pas en nombre de chèvres. C'est-à-dire que tout dépend des indicateurs qu'on utilise. Là, c'est bien. La part des fermes qui comptent, qui sont spécialisées en production caprine, c'est moins de la moitié de la population et ça n'évolue pas dans le temps. Donc, on a le même type de diversification en 2021-2010. Et les principales combinaisons en orange, c'est avec d'autres petits ruminants, au vin lait, au vin viande. Voilà, je ne m'attarde pas plus, mais c'est que la base, les données initiales de la base permettent vraiment d'aller sur ces questions de combinaison des productions dans les fermes bio françaises. Autre exemple d'évolution, là c'est la taille des cheptels, où finalement, apparemment, on n'a pas d'évolution, contrairement à ce qu'on peut observer en conventionnel, où on va régulièrement sur des tailles plus importantes. Les troupeaux de moins de 50 chèvres représentent toujours plus de la moitié des fermes. Mais ce qui paraît insignifiant, donc c'est ce qui est en bas en violet, c'est les fermes de plus de 300 têtes.
Donc là, on est en nombre de fermes. Si on fait la même chose en nombre de têtes, on se rend compte que finalement, ces quelques fermes de plus de 300 chèvres comptent d'une façon significative à l'échelle nationale sur la fourniture de lait, quoi. C'est-à-dire que les 4% des fermes fournissent près de 25% de la production de lait caprin bio. Voilà, c'est le type d'analyse. J'avance. Voilà, donc quelques exemples non exhaustifs des pistes de recherche qui pourraient être lancées sur cette base-là. Donc là, c'est une illustration nationale que j'ai faite, mais bien entendu, on peut changer d'échelle et étudier ce genre de questions par région, voire infra, au niveau des cantons, des communes, et puis faire des focus par filière. Et puis, comme je disais, la base est quand même très intéressante pour étudier les combinaisons de production et la diversification, mais en lien avec d'autres types de bases, puisque l'ODR a la capacité justement à faire le lien entre d'autres bases de données comme le recensement agricole ou la base de données MSA pour les données économiques. Donc, par exemple, y a-t-il des spécificités régionales ou en lien avec la présence de filières d'aval? On l'a montré un peu là juste avant pour les caprins. En fait, les filières d'aval pour d'autres productions sont très structurantes de la dimension des fermes en bio, entre circuits longs et circuits courts. Quelles évolutions du type et du niveau de diversification après la conversion à la baie? Voilà, on peut faire l'hypothèse qu'après la conversion, les gens vont plus ou moins diversifier les activités, en lien avec l'évolution des modes de commercialisation, circuits courts, circuits longs, dans le cadre d'économie de gamme, par exemple. Faire le lien également avec la main-d'œuvre, en connectant avec d'autres bases de données. Également, les aspects économiques, la base MSA permet de disposer du bénéfice, du résultat économique des fermes en termes de bénéfices. Alors, c'est une approche fiscale, mais bon, ça peut quand même être intéressant. Lien production animale, production végétale, qu'on n'a pas du tout exploré pour l'instant. Et puis, étudier quelle est la part d'animaux de chaque espèce quand on a des combinaisons. Donc, on travaille beaucoup sur ces questions dans mon unité. Par exemple, dans les systèmes mixtes ovins-bovins, une méta-analyse montre que 30% d'ovins dans ces systèmes mixtes, on est à l'optimum agronomique. Donc, ça peut être intéressant de voir si sur le terrain, on observe ça. Donc, on a étudié un peu, on est à 25%, donc on n'est pas loin de l'optimum en moyenne nationale, avec une grosse variabilité. La part monogastrique ruminant est intéressante aussi à étudier dans les systèmes mixtes. Voilà, donc ça, c'est des données qu'on peut vraiment exploiter sur cette base-là. Dernière diapo, donc sur les questions qu'on pourrait se poser, quelle influence des filières d'aval et pôles de consommation sur la dimension des ateliers, la spécialisation des fermes et les modes de commercialisation, avec la présence ou non de gros opérateurs historiques, la présence également de gros pôles de consommation, voire du profil sociologique des consommateurs en proximité. Il y a des choses très intéressantes, par exemple, sur le littoral méditerranéen, où on a quand même un taux de conversion en bio très important. Il y a un certain pouvoir d'achat, donc ça va structurer certaines filières courtes, semble-t-il. Donc ça serait intéressant à explorer. Lien avec les types de distributeurs, quel type de magasins on a, spécialisés, GMS, etc. Et puis, études diachroniques, donc sur l'évolution. Est-ce que toutes les questions précédentes, les réponses évoluent-elles avec le temps? Voilà. Ce qui nous a beaucoup frustré, c'est de ne pas avoir le temps de faire une comparaison avec l'agriculture conventionnelle, parce que là, ce serait intéressant de voir s'il y a une divergence à la fois de la répartition géographique, voire de la structure des fermes. Et puis, par rapport à des projets métabio comme Clinorg, finalement, ça peut nous fournir des paramètres sur quel type de ferme insérer dans ces modélisations. Et là, on a fait une publication sur la diversification des systèmes d'élevage à l'échelle européenne, et ça nous a fourni des données pour savoir si l'échantillon qu'on avait étudié était représentatif, au moins sur la France, puisqu'on n'a aucune donnée au niveau européen de ce type-là. Voilà, et donc également, étude possible de l'évolution des profils, des productions et profils des fermes AB suite au marasme 2022. Ça peut être intéressant aussi d'avoir cette focale-là. Voilà, ce n'est pas exhaustif. Donc, conclusion, bien. Donc, un dispositif de collaboration exemplaire et une base de données unique que beaucoup nous envient à l'échelle européenne, voire au-delà. C'est vraiment une base unique en France et ailleurs. Le champ des données est limité, certes. On a des données structurelles, surface effective d'animaux, mais le gros intérêt, c'est que c'est exhaustif sur toutes les fermes et une mise à jour annuelle et rapide. Une profondeur historique qui est vraiment intéressante aussi pour étudier différents mécanismes dans le cadre du changement d'échelle de l'agriculture biologique. Et puis donc, disponible à l'ODR, comme l'a dit Thomas, qui est une structure labellisée, infrastructure scientifique collective, avec une grosse expérience et un professionnalisme. Donc, on peut leur faire confiance pour pérenniser ce genre de base de données. Voilà. Et puis,
une connexion, ça c'est vraiment ce qu'on n'a pas du tout exploré, c'est de connecter cette base-là avec d'autres bases. Voilà, et ce genre de connexion est très prometteuse. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a le temps, on a déjà Oui, démarré. il y a une question Voilà. de Christine Leterrier. Christine, bonjour. Est-ce que tu peux activer ton micro et poser ta question? Bonjour, j'espère que vous m'entendez là. Oui, je me posais une question sur les données personnalisées. Est-ce que pour les utiliser, il faut passer par un comité d'éthique? Vous aviez l'air de dire que non, mais bon, ça me pose question. C'est Thomas, peut-être, qui peut répondre, oui. Oui, j'avais vu la question. Alors, pour les données personnelles, selon la terminologie, alors elles sont séparées. Déjà, on les a séparées, donc on fait en sorte qu'elles ne soient mobilisées que sur demande. Après, c'est des données indirectement identifiantes, c'est-à-dire qui permettent de connecter avec d'autres bases de données, surtout, c'est-à-dire c'est pas les noms, les prénoms, etc. Elles sont indirectement identifiantes pour pouvoir connecter avec d'autres d'autres bases de données. Ce qu'il faut faire, et ça on le met pas mal sur les différents documents qu'il y a sur le site, c'est qu'il faut tout simplement faire comme avec ce type de données. Et il n'y a pas de comité d'éthique pour ce type de données. Par contre, il faut faire un registre de traitement auprès de la déléguée à la protection des données, pour INRAE en l'occurrence, c'est Nathalie Gondon, et faire une déclaration de ce qu'on va faire, avec quoi on va le croiser, etc., comme toute manipulation de données qu'on fait, quoi. Et donc après, selon ce qui est fait, c'est simplement un enregistrement du traitement, ou alors il faut faire plus de procédures s'il y a des enjeux après un peu plus poussés au niveau éthique, de santé, d'autres considérations, etc. Merci Thomas. Est-ce que une question dans la salle? Oui, voilà. Merci, bonjour, Fabrice Béline, INRAE Rennes. Déjà, je voulais remercier Thomas parce que moi, j'ai en interaction avec lui pour récupérer une partie de la base de données et je confirme qu'ils sont très efficaces. Donc, j'avais prévu de te payer un verre à Saint-Malo, dommage, pour te remercier. Ce sera une prochaine fois. Ma question, elle vient on est un petit peu interrogé. Il y a les observatoires de la bio qui ont cette base de données aussi, à peu près la même, et qui nous alertent un petit peu sur les animaux à cycle court, notamment les volailles. En nous disant finalement, est-ce que les organismes certificateurs remplissent pas forcément la base de la même façon entre place, nombre d'animaux présents à un moment T, etc. Et donc, du coup, est-ce que vous avez des infos sur cette partie-là? Donc, je vais passer la parole à Dorian, voilà, de l'agence bio, qui va pouvoir répondre bien mieux que moi. Oui, bonjour. Donc en fait, le principe, c'est que les organismes certificateurs relèvent ces données au moment du contrôle. Et concernant donc tous les animaux, typiquement les veaux, et donc qui sont produits sur la ferme, ils vont simplement relever le nombre d'animaux présents au moment du contrôle. Et concernant tout ce qui est bandes, donc tous les monogastriques, en fait, ils vont contrôler, donc relever le nombre de mises en place, à chaque bande. Donc concernant donc les poulets, les porcs, etc., on a quand même des choses qui sont relativement fiables. Par contre, tout ce qui est production de veaux, tout ce qui sort de la ferme, en fait, au cours de l'année, ça, pour le coup, on est moins précis. Et donc, on s'appuie avant tout, quand on fait nos statistiques, avant tout sur les mères qui restent relativement stables sur l'année. Voilà.